Elmer, arrête! Je ne veux pas que tu t'approches, tu entends, Elmer? Qu'est-ce qui peut arriver? Je ne sais pas. Ça me donne la chair de poule. Tu ne vois pas qui c'est? On dirait Henri, celui qui vit dans la vallée. Numéro 2 maintenant. La police montée du Nord-Ouest nous a demandé de rechercher cet homme. C'est un petit escroc qui se fait appeler Claude Benoît. Méfiez-vous, il est considéré comme étant dangereux et il est armé. Bon, très bien. Au revoir et merci. Réfléchissez à notre proposition. On peut utiliser un homme ambitieux comme vous pour représenter la police. Il faut que j'en discute avec ma femme, bien sûr. Bien sûr, nous ne sommes pas pressés. Les nominations n'auront pas lieu avant le printemps. Inspecteur Murdoch. Au revoir, monsieur. Les nominations? On cherche un policier en activité pour le conseil des préfets. Bon. Les hommes qui ont les moyens de faire exaucer leurs vœux. Oh, et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vous voir faire pour eux? Félicitations, inspecteur. Monsieur. Oh, je vous remercie, Murdoch. C'est tout à fait mérité, monsieur. Vous êtes trop Monsieur. gentil. Quoi? L'officier de police Crabtree vient de télégraphier. Il y a une mort suspecte dans la vallée rouge. Il dit que vous preniez vos bottes, monsieur. Bonjour chez vous. Qu'est-ce que nous avons, Georges? Henri Gaston. Un suicide? Pourquoi m'avoir appelé? À vrai dire, monsieur, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai tout de suite voulu contrôler les empreintes de pied de la victime pour éviter toute fausse piste. Et en fait, il n'y en avait pas. Aucune empreinte? Aucune. À part les miennes, bien sûr, et celle du fermier qui a découvert le corps. Et comme vous pouvez voir, les siennes s'arrêtent à une vingtaine de mètres de l'arbre. Vous êtes certain qu'il n'y a pas d'empreintes qui conduisent ou s'éloignent de l'arbre? Aucune, j'ai vérifié plusieurs fois. Quand a-t-on labouré ce champ? Hier matin. Donc il n'y a aucune chance que le fermier n'ait pas aperçu le corps. Je ne m'explique pas. C'est curieux. Alors comment êtes-vous allé jusqu'à l'arbre, monsieur Gaston? La rigor mortis n'est pas encore totale. Alors il est mort assez récemment. Dans les 8 dernières heures environ. Donc ça confirme qu'il est mort après que le champ ait été labouré. Je le saurai quand le docteur Ogden aura pratiqué une autopsie complète. Entre-temps, voyez ce que vous pouvez apprendre sur ce monsieur Gaston. Je reviendrai par le train de 4 heures de Toronto. Oui, monsieur. Et Georges, voyez si vous pouvez trouver 2 bicyclettes pour nous. Tout de suite. Des traces de ligature, des blessures superficielles aux bras et aux mains. Des blessures défensives? Non, elles ne sont pas régulières. Sans doute provoquées par les branches de l'arbre. La plus longue va de l'arrière du bras jusqu'à l'omoplate. Et l'heure de la mort? Entre 2 et 4 heures du matin, cette nuit? Ça corrobore ce que je pensais. À quoi pensez-vous? Ça veut dire qu'il a grimpé sur l'arbre avant que le champ soit labouré. Il a attendu toute la journée et une partie de la nuit avant de se pendre. Et selon mon expérience, quand il s'agit de suicide, s'il se passe un certain temps, l'individu finit par changer d'avis. Mais ce n'est pas un suicide. Ah? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La nuque de ce monsieur est brisée entre la 2e et 3e vertèbre. Pour une fracture de ce genre, il aurait fallu tomber de 2 mètres à 2 mètres 50. Ah oui, le fameux calcul du bourreau. Si la corde est trop courte, la nuque ne se brise pas. Si elle est trop longue, elle arrache la tête. C'est un art d'une grande précision. Mais dans ce cas, la cicatrice est trop petite pour justifier la fracture. Donc il avait la nuque brisée avant d'être pendu à l'arbre. Une remarquable tentative de faire croire à un suicide, je le reconnais. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal. Pourquoi? Ah, Georges. Avez-vous découvert autre chose sur notre victime? Très peu jusqu'à présent. Monsieur Gaston était un personnage bien discret. Il était même carrément un peu excentrique. Des ennemis? Non, je n'en ai pas trouvé. Il a une sœur qui vit ici dans le village. Oh, et vous l'avez déjà interrogé? J'ai pensé que vous voudriez lui parler vous-même, monsieur. Très bien. Je ne sais trop quoi faire après ça. J'essaie de m'occuper, mais Je vous présente toutes mes condoléances. Henri était intelligent, mais son cerveau était... Il était plus normal. Comment ça? Il ne parlait plus à personne. Pas même à moi.
Il restait dans sa boutique et il n'en sortait pas. Sa boutique? C'était un artisan. Il aimait travailler le bois, mais ça ne l'intéressait plus. Il aurait sûrement dû fermer la boutique, mais j'aurais jamais pensé qu'il puisse se pendre. Mademoiselle, nous avons des raisons de penser que votre frère a été tué et qu'on a accroché son corps dans l'arbre. Vous connaissez quelqu'un qui pouvait lui vouloir du mal? Non, mais la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit que quelqu'un en avait après lui. J'ai pensé que c'était... Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais dû le croire, inspecteur. Il me disait la vérité. Ah, Georges. Nous devons aller voir la boutique de la victime. Avez-vous pensé aux bicyclettes que j'ai demandées? Pas tout à fait. Je vous présente Gertrude et Blanchette. Gertrude porte le nom de Feu, la mère du propriétaire, et Blanchette parce qu'elle est blanche. Bravo, Georges. Alors, Gertrude, voyons un peu ce que tu sais faire. Vous n'êtes jamais monté à cheval de votre vie? Nous avions juste un poney quand j'étais enfant, monsieur. Georges, tout officier de police est censé savoir monter. Comment avez-vous obtenu votre poste? J'ai peut-être exagéré un peu la qualité de mes prouesses équestres. Vous n'avez qu'à serrer les jambes. Allez! J'ai réfléchi à la façon dont monsieur Gaston a pu finir dans l'arbre. Et vous êtes arrivé à quelle conclusion? J'ai dû éliminer la majorité de mes conclusions, pour cause d'impossibilité, mais je pense que la plus acceptable des solutions est celle-ci. Il a été projeté par un canon. Un canon? J'ai vu un jour le grand Farini projetant un homme à l'aide d'un canon. Il a volé à une 40aine de mètres. Cet homme était une femme et elle n'a jamais réellement été projetée par le canon. Je ne suis pas de votre avis. Il y a eu une explosion, des flammes qui sont sorties par le fût du canon en même temps que le projectile humain. Le mécanisme de déclenchement était un ressort et la fumée et le feu étaient de simples effets spéciaux. Vous êtes sûr? Tout à fait certain, je l'ai inspecté moi-même. Je ne vous aurais jamais cru un passionné de cirque. J'ai été gamin moi aussi, Georges. Alors le seul gamin qui inspectait le matériel. Voilà la menuiserie, monsieur. Oh, 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 oh. Voici arrivé. Les fenêtres ont été condamnées. Pourquoi aurait-il fait ça? Il pensait que quelqu'un en avait après lui. Donc c'est ici qu'il travaillait? Oui, et il devait aussi y vivre à première vue. Regardez là-haut, monsieur. Un télescope. Et pas n'importe quel télescope, un modèle très puissant. Et un fusil. Il s'attendait vraiment à du grabuge. 7 septembre, lumière. 19 septembre, cercle. C'est quoi ça? C'est une carte de la région. Il y a inscrit des choses pour je ne sais quelle raison. Ça, ce sont des cartes du système solaire. Un astronome amateur. Possible. Mais il semble que l'intérêt de M. Gaston se soit focalisé sur Mars. Monsieur, écoutez ça. C'est forcément son journal, il gardait une lettre. Cher Monsieur Gaston, 1000 remerciements pour vos réflexions, référence à la possibilité d'une vie sur Mars. Je conçois qu'elle ait existé, que ce soit encore vrai aujourd'hui reste à déterminer. Mais vos observations nécessitent, si je peux me permettre, davantage d'études. Votre confrère scientifique, Percival Lowell. C'est le plus grand expert de Mars, il a publié un livre là-dessus. Mais oui, exact. C'est lui qui a vu les canaux à la surface. Qui prétend les avoir vus. Et quoi qu'il en soit, vous m'emportez ce journal. Notre ami a peut-être écrit quelque chose dessus qui nous indiquera qui lui en voulait. Monsieur, vous croyez que ces observations sont en rapport avec sa mort? C'est possible, mais je pense surtout que la raison de sa mort est bien plus terre à terre. Nous ne voulions pas seulement les terres de Monsieur Gaston. Nous achetons toute la vallée de Steeles Avenue à Pluggett Road. D'accord. Et dans quel but? Voyez donc par vous-même. Merci. Notre projet est d'établir un grand barrage ici, où nous pourrons construire une usine de production d'électricité. Vous allez inonder toutes les terres de la vallée?
C'est bien pour ça que nous les achetons toutes. Dans votre lettre, vous avez proposé à M. Gaston 600 $ pour 100 hectares de terrain. D'après mes estimations, c'est 3 fois plus que sa vraie valeur. C'est ce que nous sommes prêts à payer. Et il ne restait plus que M. Gaston. Il ne voulait pas vendre? Non, il refusait. On pourrait penser que votre compagnie avait de très fortes raisons de vouloir se débarrasser de M. Gaston par tous les moyens nécessaires. Vous insinuez que nous avons quelque chose à voir avec la mort de ce monsieur? En tout cas, quelqu'un. Nous sommes des hommes d'affaires. Notre domaine, c'est l'argent, pas le sang. Si une affaire n'aboutit pas, nous passons aussitôt à une autre. Donc le projet est mort? Pas du tout. Nous établirons le barrage au-dessus de sa propriété, ici. D'étranges événements se produisent à Perth County. L'appareil s'est immobilisé au-dessus de la forêt, avant de disparaître vers l'est à très grande vitesse. Quelle est ma devise, Murdoch? Vous en avez plusieurs, monsieur, toutes sublimes. Non, 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 ce sont des aphorismes. Je n'ai qu'une seule vraie devise, suivez le pognon. Qui pourrait tirer profit de la mort de ce Gaston? Et normalement, je dirais la compagnie de la Vallée Rouge, mais apparemment, ils vont établir leur barrage un peu plus loin sur la rivière. Alors inversons la question, qui a le plus à perdre? Et comme il ne vendait pas, Gaston a fait perdre beaucoup de valeur au terrain qui se trouve à côté de lui. Rien de tel que de voir un coup de vent faire envoler une liasse de billets pour avoir des envies de meurtre. Trouvez les propriétaires et enquêtez. Suivez le pognon. Suivez le pognon. Vous cherchez quelque chose? Ah, messieurs, je suis l'inspecteur William Murdoch de la police de Toronto. Vous êtes Jake et Kirk McIsaac? C'est bien nous. Je suis ici pour enquêter sur la mort d'Henri Gaston. Ah. C'est vraiment terrible, le pauvre. C'était quelqu'un de bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je crois savoir que vous avez reçu une offre des plus généreuses de la part de la compagnie de la Vallée Rouge. C'est exact. Je crois aussi savoir que le refus de M. Gaston de vendre sa propriété vous empêchait de céder la vôtre. Où voulez-vous en venir? Vous nous accusez de quelque chose? Où étiez-vous tous les deux la nuit d'avant-hier? On devait dormir. C'est ça l'alibi que vous avez trouvé? Écoutez, monsieur. Henri était notre ami. On ne lui voulait aucun mal, encore moins le voir pendu à un arbre. Franchement, vous voulez vraiment me faire croire que vous n'avez pas poussé M. Gaston à vendre ses terres? Vaut mieux lui dire. On a bien essayé de le convaincre. Mais il voulait pas écouter, comme s'il pouvait pas nous entendre. Et il arrêtait pas de nous dire qu'il était arrivé quelque chose dans le champ de blé. Il a dit quoi exactement? Et il pensait qu'il y avait quelqu'un dans le champ. Qu'il regardait. En lisant le journal de M. Gaston, on voit qu'il avait une sorte d'obsession pour ce champ. Il affirme plusieurs fois avoir vu des lumières stationnées juste au-dessus la nuit. Je serais plus intéressé de savoir s'il mentionne le nom de celui qui en avait après lui. Oh, il le dit. Et? Eh bien, monsieur, il croyait qu'il était surveillé par des Martiens. Des Martiens, George? Il croyait qu'ils étaient parmi nous. Il était encore bien plus délirant que je ne le croyais. Monsieur, vous voulez bien venir voir? Qu'est-ce qu'il y a, George? Bon, ça me semble être une espèce d'empreinte. Ça pourrait pas être des empreintes de pas de Martiens. George, ne vous laissez pas emporter par votre imagination. Les traces semblent aller dans cette direction. On pourrait peut-être faire venir des renforts. Vous n'êtes pas en but à un sentiment de peur, j'espère? Non, non, monsieur, nous ne savons pas exactement où nous nous Ce aventurons. ne sont pas des Martiens. Comment vous pouvez être sûr? Le rasoir d'Occam. Le rasoir de quoi, monsieur? Le rasoir d'Occam, c'est un principe de logique qui énonce que la réponse la plus simple est généralement la bonne. Avant de penser que des Martiens ont traversé des millions de kilomètres dans l'espace pour venir assassiner Henri Gaston, on pourrait peut-être éliminer toutes les autres alternatives terrestres.
Les traces se divisent ici. Vous suivez celle-là. Georges! Vous devriez venir jeter un œil ici! À vrai dire, monsieur, c'est vous qui devriez venir jeter un coup d'œil à ceci. Monsieur, j'ai compté 5 cercles en tout, disposés selon une forme pentagonale. Comment l'avez-vous déterminé? En grimpant sur un arbre. Oh, bravo! Monsieur, dans le journal de Gaston, il y a des coupures de presse qui évoquent des événements de ce genre. Ceci? Oui, des cercles, dans des champs de céréales. Apparemment, c'est arrivé en Angleterre, en Australie, ici maintenant. Il semble que ce phénomène se produise dans le monde entier. Oui, c'est ce qu'on appelle mère nature. Quoi? Des vents tourbillonnants. Quand deux masses d'air se déplacent en direction opposée, elles poussent les vents à tourbillonner comme ceci. Autrement dit, une petite tornade a eu lieu ici? C'est ça. Oh, mais si vous aviez vu la position des autres cercles, c'est pour ainsi dire mathématique. Grimper sur un arbre, vous le verrez vous-même. Georges, sachez qu'un nid d'abeille a la forme d'un hexagone. Les rayures d'une coquille d'escargot respectent la séquence de Fibonacci. De Fibo quoi? La nature fourmille de dessins réguliers qui suivent une séquence mathématique sous-jacente. Question, pourquoi le vent devrait-il être différent, Georges? Et les traces de pas, vous croyez que c'est le vent qui les a faites? Ah, les traces de pas sont une curiosité, je vous l'accorde. Faites un moulage en plâtre de la plus nette d'entre Oui, elles. monsieur. Et interrogez donc les habitants de la région. Voyez si quelqu'un n'aurait pas pu remarquer quelque chose de curieux. Monsieur, ces choses, les cercles, les traces de pas, vous devez penser qu'il y a un lien. C'est possible, mais ça ne répond pas à la question centrale. Comment Henri Gaston a-t-il fini dans cet arbre? Et quand précisément avez-vous entendu ces bruits curieux? Vraiment? Et ces lueurs dans le ciel, elles venaient de quelle direction? De par là. Près de la vallée rouge. Et où avez-vous vu exactement cette vache? Dans le champ, derrière la ferme de Johnson. C'est quoi ça? Une étude pour l'école du dimanche? C'est une maquette de la scène de crime. Ah, remarquable travail. Et attention, monsieur, c'est très délicat. Précieux serait alors un meilleur mot. Ça sert à quoi exactement? Ça montre comment les assassins ont placé le corps dans cet arbre. Donc nous recherchons 2 assassins? Oui, et la méthode que j'ai mise au point exige 2 hommes au moins. Un grappin attaché à l'extrémité d'une corde est projeté depuis cet arbre jusqu'à celui-ci. Le corps est ensuite descendu le long de la corde avec une poulie. Le premier homme descend et accroche le corps à la partie supérieure de l'arbre. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. C'est complètement tordu, oui. Pourquoi ne pas jeter le corps dans un fossé? Je pense que c'était pour nous déconcerter pour je ne sais quelle raison. Je crois que vous perdez votre temps. Je pensais vous avoir dit de suivre le pognon. Je le suis, monsieur, mais celui qui l'a tué devait quand même accrocher le corps dans l'arbre. Et c'est le seul moyen terrestre que j'ai pu imaginer. Terrestre? L'officier de police Crabtree pense que des Martiens seraient mêlés à l'affaire. Des Martiens. Encore plus tordu que vous. S'il s'agit vraiment d'un Martien, il faut lui passer les menottes et le jeter dans cette cellule. Il serait 2. Ah, bien sûr. J'avais oublié, il faut au moins 2 Martiens. Julia? William? Ça alors, nous étions dans le même train? Où êtes-vous monté? Union Station? Down Station.
Ça, c'est amusant. Je suis passée à votre bureau, mais... Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai reçu un télégramme urgent de notre ami Crabtree me demandant de pratiquer une autopsie. Il y a eu un autre homicide? Bovicide serait plus juste. Vous pouvez peut-être penser qu'il s'agit d'une vache morte normale, mais si vous regardez mieux, vous verrez qu'elle paraît avoir été évidée. Ça alors? Vous avez raison. On dirait que quelqu'un a percé un trou dans l'abdomen et en a vidé le contenu. Je vous rappelle que M. Gaston avait gardé une série de coupures de presse qui évoquaient des incidents de ce genre, dont plusieurs aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'au Malouine. En quoi cela a-t-il un lien avec notre enquête? Je crois que c'est une nouvelle preuve d'une activité martienne. George, je sais que je vous ai demandé de rechercher quelque chose d'inhabituel, mais obliger le docteur Ogden à faire 35 km pour voir une vache morte... William, attendez. Je suis d'accord avec notre jeune ami. Il est arrivé quelque chose à cette vache qui mérite une investigation. Oui, je pense que vous découvrirez qu'il s'agit d'un phénomène naturel banal. Les vaches peuvent gonfler en avalant du fourrage trop humide. Des gaz se forment à l'intérieur de l'animal et s'ils ne sont pas évacués, c'est souvent mortel. Je suis parfaitement au courant, William. Dans les cas très graves, les gaz peuvent se développer au point que l'animal explosera en expulsant ses viscères. Exactement. Et quelqu'un a essayé de l'éviter en perçant l'estomac de la vache, d'où le trou dans l'abdomen. C'est un bien petit trou pour le genre d'évacuation que vous décrivez. Mais monsieur, le cadavre de cette vache n'est qu'un détail. Des gens ont vu des lueurs dans le ciel, ils ont même entendu des bruits. Et il y a encore la question des pas des Martiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un moulage d'une soi-disant empreinte de pas martien. Regardez le nombre de bosses à la surface de l'orteil bulbeux, et j'en arrive à l'hypothèse suivante. Ces bosses sont des organes sensoriels conçus pour discerner le contenu chimique des terres de labour, comme notre nez discerne le contenu chimique de l'air. Oh, mais c'est une théorie très intéressante. Merci. Attendez. Des écailles? Oui. Je pense que les Martiens sont couverts d'écailles. Alors même s'ils sont plus intelligents que nous, je crois qu'ils sont bien plus laids. Monsieur, où allez-vous? Arrêtez vos Martiens. Inspecteur Murdoch. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On n'en a pas pour longtemps. Vous jouez au golf? Un cadeau. Ça vient de notre tante en Écosse. Non, c'est vrai. Officier Crabtree, arrêtez ces hommes. Allons-y, messieurs. Bonjour, messieurs. Thomas, je viens vous présenter Terence Meyers. Monsieur Meyers est le propriétaire de la compagnie de la Vallée Rouge. Inspecteur. Je peux vous offrir un peu de thé? Non. Merci. Bon, allons droit au but. Je crois savoir que votre inspecteur Murdoch est en train de concentrer ses investigations sur les contrats d'achat de la Vallée Rouge. C'est exact. Inspecteur, je pourrais perdre beaucoup si jamais mon nom se trouvait associé à cette enquête. Ah oui? Thomas, Monsieur Meyers est un grand ami de vos services. D'accord. Alors nous allons faire de notre mieux pour que son nom n'apparaisse pas dans la presse. Monsieur Meyers attend mieux de nous. Je ne suis pas sûr de pouvoir en faire plus. Je vous donne ma parole que je n'y suis pas mêlé. Monsieur Meyers, je regrette, ça ne suffit... Thomas, Monsieur Meyers vous a donné sa parole. Je crois que ça nous suffit. N'est-ce pas? Pour les cercles dans les champs, c'est très facile. Un pieu au milieu et une corde, c'est tout ce que ça demande. Mais les traces de pas, ça, c'est plus compliqué. Mais vous êtes malin. Vous avez utilisé ce matériel pour les écailles. Des balles de golf pour les orteils. Le tout réalisable en métal et facile à fixer à la semelle d'une botte. Tous les forgerons ont une calibrante. Et tout le monde peut avoir des balles de golf. Mais tous les forgerons n'ont pas un mobile. Vous, oui. On n'a tué personne. Vous avez essayé de l'effrayer pour qu'il vende ses terres en utilisant son obsession des Martiens. Mais au lieu de s'enfuir, il a résisté. Alors vous avez dû le tuer. Non. Non? C'était peut-être un accident. Hein? Vous vous êtes battu, il est mal tombé, il s'est brisé la nuque. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ou alors vous avez peut-être travaillé pour le compte de la compagnie de la Vallée Rouge comme tueur à gages. Murdoch,
Un mot. Si c'était un accident, vous devriez échapper à la corde. Je réfléchirai à votre place. Monsieur, j'étais en plein interrogatoire. Laissez-les partir. Je les laisse partir? Je pense qu'ils ont tué Henri Gaston. Basé sur quoi? Les seules preuves tangibles, ce sont des instruments de forgeron et quelques balles de golf. Inspecteur, vous m'avez dit de suivre le pognon et voilà où nous mène cette piste. Et c'est là qu'elle s'arrête. Nous n'avons aucune preuve contre eux. Et depuis quand ça vous intéresse? N'exagérez pas trop, Murdoch. Monsieur, Quoi? il vient d'y avoir un autre meurtre. Il est mort depuis combien de temps? 4 ou 5 heures. Les maquisards qui étaient en garde à vue. Il semble que j'avais raison, finalement. Il y a quelque chose de curieux. Quoi donc, monsieur? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne sais pas où. La cause de la mort? Il y a ceci. Je ne le saurai qu'après avoir pratiqué l'autopsie. Mais il semblerait que ces viscères aient été évacués. Tout comme la vache. Et vous devriez jeter un œil là-dessus, monsieur. Quatre billets pour Toronto, s'il vous plaît, et j'ai un bagage plutôt volumineux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est peut-être un avertissement, ils savent peut-être qu'on est sur leur piste. Serions-nous si inférieurs à eux qu'ils nous considèrent comme de vulgaires vaches? Ça me glace le sang. Docteur, pitié, ne l'encouragez pas. Oh, j'ai l'impression qu'on est coincé ici pour la nuit. Coincé? Un train a perdu une roue un peu plus loin sur la voie, on ne pourra passer que demain. Le problème, c'est que je dois pratiquer l'autopsie de cet homme au plus vite. Utilisons une calèche. Et ça prendrait bien trop de temps. Oh, vous pouvez pratiquer l'autopsie ici? Mais bien, j'ai besoin de me procurer du matériel, mais à part ça, oui. Oh, bon. Je suggère qu'on utilise cette occasion pour identifier la victime. Et gardons les détails scabreux entre nous, Murdoch. Il n'est pas la peine d'alarmer les gens. Et c'est surtout valable pour vous, jeune homme. Bonjour, je pourrais avoir une bouteille d'alcool pur, s'il vous plaît, une bouteille d'eau distillée. Oh, et une bâche. Et puis un seau. J'aimerais bien connaître l'identité de cet homme. Il fait 5 à 6 cm de plus que moi. Il porte un costume de qualité, de bonnes chaussures. Donc vous n'êtes pas sûr que ce soit lui? Mais sa tête vous dit quelque chose? Oui, absolument. Comment ça, il paraît différent? Difficile à dire. C'est très bizarre. Personne ne connaissait la victime. Et pourtant, tout le monde a cru le reconnaître. Tout comme moi. Mais pas tel qu'il est sur la photo. C'est un peu comme s'il ne voulait pas être remarqué. Ce qui a marché. Nous sommes là, et on ne sait absolument rien sur lui. C'est exactement ce qu'on pensait. Les organes internes ont été complètement évacués. Plus d'estomac ni d'intestin. Je présume que c'est la cause de la mort. Tout porte à le croire, oui. Quelque chose qui indique comment ça a été fait? Les organes semblent avoir été extraits par cette incision circulaire sur le côté d'un diamètre de 5 cm. Ils ont fait un trou et ils ont tiré ses entrailles à l'extérieur. Ce trou est trop petit pour laisser passer une main. Oh, bah c'est parce qu'ils ont dû utiliser un instrument spécial, c'est tout. Je n'ai vu aucune trace d'un instrument, même chirurgical. Peut-être qu'un tube a été introduit par cette incision et les organes ont été évacués par là. Vous parlez d'aspiration? Je parle de quelque chose apparenté au principe d'un ventilateur électrique et qui aurait été inversé. Il y a quelque chose qui devrait certainement vous intéresser. Essayez de l'imaginer sans moustache. Ah oui, je le reconnais maintenant. Il était là il y a 2 ou 3 jours. Et vous l'avez croisé souvent? Je ne l'ai pas du tout connu, mais il semblait connaître Henri. Du moins, il savait des choses sur lui. Quel genre de choses? Il était au courant pour son télescope, et pour ses cartes aussi. Et qu'est-ce qu'il voulait? Savoir où se trouvait sa boutique. Vous lui avez dit? Non, Pourquoi? je n'avais pas confiance. Il parlait parfaitement notre langue. Ou presque. Ou presque. Et il avait un léger accent. Et il semblait faire des efforts pour le cacher. Est-ce qu'il vous a dit où il était descendu? Il m'a vaguement parlé d'une cabane. Mais je ne peux pas vous dire s'il y couchait. Monsieur, regardez ça.
Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'il se déguisait. Regardez, des documents pour voyager dans différents pays. Un Belge, Pierre Gagnon. Un Canadien, François Marchand. Un Britannique, Philippe Tristan. Un Français, Claude Benoît. C'est un escroc qui se fait appeler Claude Benoît. Voilà pourquoi je le connais. C'est l'escroc qui était recherché par la police montée du Nord-Ouest. Il est anormalement bien équipé pour un filou de second ordre. 2 hommes, tous les deux assassinés d'une façon bien étrange qui venait apparemment de Paris. Vous me la baillez belle. C'est le meilleur logement de la ville. Si nous devons rester ici cette nuit, autant que nous soyons à notre aise. Ah, monsieur, Oui, Georges? j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit, le principe du rasoir d'Occam et tout le reste. Et ben, avec votre grappin et la corde et le système d'aspiration qui n'existe peut-être pas, vous n'essayez pas d'éviter une explication bien plus simple? Il n'y a aucun obstacle logique à l'existence d'une vie sur une autre planète. Georges, la Bible dit que Dieu a créé la terre, la vie et l'homme. Elle ne parle pas de martiens. D'accord, mais la Bible n'a pas raison sur tout. C'est vrai, la Bible dit que Caïn a été banni dans le désert, et elle dit aussi qu'il a eu pas mal de descendants. Alors, qui l'a rencontré là-bas? Georges, j'ai besoin d'être un peu seul pour réfléchir. D'accord. Bien sûr, monsieur. William? William? Je suis désolé, j'avais la tête dans les étoiles. Oh, je n'ai pas... Enfin, je ne pensais pas vous voir. Votre coiffure, vous êtes ravissante comme ça. Oh, bien. Vous voulez vous promener avec moi? Avec grand plaisir. Inspecteur. Oh, Crabtree, qu'est-ce que vous faites à rôder comme ça? Je ne pouvais pas dormir, je vous ai vu ici. Je voudrais vous faire part de quelques idées que j'ai eues. Quand je suis chez moi, ma femme préfère que je ne me livre pas à cette soi-disant mauvaise habitude. C'est pour cette raison, en plus de cette merveilleuse soirée, que j'apprécie toujours une petite balade tout en me laissant aller. Ça ne vous gêne pas? Non, pas du tout, monsieur. Ça ne me gêne vraiment pas, au contraire. Peut-être que notre jeune Crabtree a raison. Après tout, Henri croyait aux martiens, maintenant il est mort. L'autre homme qui recherchait Henri est mort, lui aussi. Oh, je joue juste les avocats du diable. Je pense que les affaires sont liées d'une certaine façon, mais accepter que les martiens aient fait le coup, c'est accepter que, eh bien, que les martiens existent. Ce que vous refusez. Pour moi, c'est un simple calcul de probabilité en partant des ressemblances avec la vie intelligente. Monsieur, vous croyez que la Bible n'a jamais parlé des martiens parce que ça nous aurait embrouillés? Pour autant que je sache, Dieu a seulement fait l'homme à son image. Il n'a jamais évoqué les martiens. C'est aussi ce qu'affirme l'inspecteur Murdoch. Oh, magnifique. Maintenant, je suis d'accord avec lui pour la Bible. Oui, mais et si les martiens étaient technologiquement en avance de plusieurs milliers d'années? Et si c'est seulement maintenant que nous illuminons nos villes qu'ils peuvent nous voir? Et peut-être qu'ils nous voient comme une menace. Une menace. Je suppose que le Seigneur n'accepte que les formes humaines banales. 2 bras, 2 jambes, une tête, un visage. D'accord, mais... Et si Mars avait des êtres intelligents à leur manière, avec 2 bras, 2 jambes et le reste, on peut aller plus loin. Et si Mars avait sa propre Bible, son propre Jésus martien? Et Murdoch travaille avec vous tous les jours que Dieu fait? C'est lui qui veut travailler avec moi. Peut-être que je ne suis pas prêt à accepter que le plus incroyable événement de l'histoire humaine se produise à mon époque, avec moi. C'est trop invraisemblable. Oui, mais vous savez bien qu'il arrive toujours quelque chose à quelqu'un. Réfléchissez à tout ce qui vous est déjà arrivé de fabuleux. Et à toutes les choses qui vont arriver. Quel est ce drôle de bruit? Vous entendez ce bruit? On dirait un bruit de moteur. Oh, bon sang de bois. Il
faut le suivre, monsieur. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Réfléchissez, Murdoch, on fera quoi si on le rattrape? Je n'en sais rien. J'y penserai le moment venu. Il disparaît. Quoi? C'est absurde, il ne peut pas disparaître. Non, il est toujours là quelque part. Et je crois savoir comment le trouver. Alors, quelle est votre théorie? Les observations de Gaston, les lueurs dans le ciel, les bruits. Je pense savoir ce qu'il décrivait. La machine volante martienne? Non, pas martienne, mais une machine volante de je ne sais quel genre, un dirigeable. Avec un moteur? C'est fantastique. Je pense que Gaston avait inscrit ce qu'il avait vu sur cette carte. Bon, voyons ça. Lueur, 18 juin, nord, 43,85 degrés, ouest, 079,14, oui. 4, ici. Pourquoi une telle machine volerait dans la vallée rouge? Aucune idée, mais ça nous fournit une explication rationnelle de la présence de Gaston dans l'arbre. Maintenant, Il devait c'est être quoi? dans la machine et il est tombé quand elle est passée au-dessus. Et la question, c'est est-il tombé ou a-t-il été poussé? Le dernier, le 3 juillet, nord 43,9, ouest 079,3. Toutes ces positions semblent partir d'un point central. Oui. Concession 51. Et la deuxième victime, où elle se place dans tout ça? Ce n'est pas très clair pour le moment, mais je crois que ça a un rapport avec la vente des terrains. Soyez plus précis. Les Mac-Isaac misaient sur la peur de Gaston et une machine volante arrive. Ça fait beaucoup de coïncidences. Et les Mac-Isaac étaient en garde à vue quand la deuxième victime a été tuée. Il y a d'autres suspects dans l'affaire. La compagnie de la Vallée Rouge. Il y a des chances. Que ferait ce genre de compagnie avec une machine volante? Bonne question, Crabtree. Alors je vais prendre une calèche pour Toronto et enquêter sur la compagnie de la Vallée Rouge et vous deux, retrouvez cet engin. Un engin volant et une société immobilière. Je crois qu'on y est, Georges. On continue à pied à partir d'ici. Quelqu'un essaye de jouer au plus fin avec moi. Il n'y a pas qu'avec vous. C'est vous, monsieur? Mais qu'est-ce que vous faites là? Thomas, nous avons besoin de bavarder. Sur la façon dont j'ai été berné? Dont nous l'avons été. Qu'est-ce que nous allons faire? Rien. Nous avons les mains liées. Alors ça, c'est à voir. On ne m'a jamais lié les mains, monsieur. Thomas! Comme je l'ai dit, nous devons bavarder. J'entends des voix. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas notre langue, monsieur. Peut-être du martien, Je dirais Europe de l'Est. du russe pour être exact. Georges, suivez-moi. Professeur, il est impératif que nous partions le plus vite possible. Notre opération ici est compromise. Si on tente de partir sans avoir réglé le problème de refroidissement, on devra arrêter notre mission à nouveau. Inspecteur Murdoch, quel dommage de vous voir ici. Cela dit, je ne suis pas du tout étonné. Vous semblez être du genre plutôt obstiné. Vous êtes tous les deux dans le coup. Mais vous n'êtes pas Jake et Kirk Mac-Isaac, n'est-ce pas? Colonel Thaddeus Wainwright, de la cavalerie. Commandant Reginald Sharp, Marine Royale. Des militaires. Qu'est-ce que vous faites là? Messieurs, si vous voulez bien venir avec nous. Monsieur, Inspecteur Murdoch. Monsieur Meyers, si c'est votre véritable nom. Ça le sera. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, inspecteur, n'est autre que la réinvention de l'art de la guerre. Comme les ballons d'air chaud de Rosier, mais avec plus de contrôle. Ah! Vous avez étudié la guerre? J'ai quelques connaissances sur le sujet. Alors vous comprendrez l'importance du contrôle des airs.
Le secret, c'est le moteur. Le moteur, la puissance de 80 chevaux, mais de la taille d'un porc. Grâce au professeur Shrimsky, nous allons pouvoir aller à la hauteur que nous voulons, aussi loin que nous voulons, pour espionner nos ennemis. Et faire pleuvoir l'enfer sur leur tête. Peut-être. Donc vous comprenez l'importance du secret maintenant. C'est ce qui est arrivé à Henri Gaston. Il a fourré son nez là où il ne devait pas. Ce qui est arrivé à Monsieur Gaston est une regrettable erreur d'identification. Le ministère de la guerre britannique a appris l'existence d'une opération française pour tenter de voler notre invention. Henri a suivi l'engin volant et il a été capturé. Comme il avait un accent, nos hommes ont présumé que c'était l'agent secret. Et comment a-t-il fini dans l'arbre? Henri pensait que nos hommes travaillaient pour les Martiens. Et il a refusé de leur parler. Ils l'ont emmené dans l'engin volant espérant lui délier la langue. Pour lui faire peur, c'est tout. Mais il a paniqué. Et avant que quelqu'un ait pu bouger, il a sauté. Et son écharpe s'est accrochée à l'arbre. Si seulement il avait accepté notre offre. Oui, si seulement. Et l'autre victime, Monsieur Benoît, c'était lui le véritable agent secret? Oui. Comment lui avez-vous aspiré les entrailles? C'était mon idée, à vrai dire. Vous voyez l'appareil derrière vous? On l'utilise pour dégonfler rapidement le dirigeable. Il n'a pas fallu beaucoup de réglages pour l'utiliser pour autre chose. Enfin, bref, je crois qu'on a répondu plus que largement à vos questions. Comment allez-vous nous empêcher de parler? Allons-nous devenir les prochaines victimes de l'attaque des Martiens? Oui. Oui, en effet. Elmer, arrête. Je ne veux pas que tu t'approches. Qu'est-ce qui peut arriver? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de diabolique chez eux. Oh, ma tête! Ça, peut-être que si vous ne buviez pas autant... Oui, bien sûr, madame. Georges! Monsieur! Ça va aller? Ouais. Et vous? Ça va. Ça va. Au revoir. Madame. Madame. Non! C'était ici, c'était gigantesque! Il y avait une douzaine d'hommes au moins. Des torches, du matériel. Il y avait un énorme équipement. On n'a pas de temps à perdre, il faut rassembler des indices. Murdoch, c'est fini. Quoi? Cette lettre m'a été remise en main propre, elle vient du Premier ministre. Nous devons renoncer à toute investigation supplémentaire. Mais, monsieur, 2 hommes ont été assassinés. Si nous persistons, nous serons accusés de trahison. Quoi? Trahison? Mais c'est injuste. Tout à fait d'accord. Mais monsieur, on ne peut pas renoncer comme ça. On n'a pas le choix. C'est un scandale que notre gouvernement fasse ce genre de choses. Il utilise une espèce d'objet volant non identifié pour couvrir ses coupables activités. C'est un complot honteux. Écoutez, c'est le gouvernement. Cette opération concernait la sécurité nationale. La sécurité, oui, mais à quel prix? Oui, Henri Gaston n'a pas demandé à être mêlé à ça. Et sa mort n'est qu'un regrettable accident. Alors il faut qu'on ignore ce comportement parce que c'est le gouvernement. Écoutez, je ne dis pas que c'est bien, ni que c'est idéal, mais on a un devoir envers la couronne. C'est stupide. C'est pas stupide. Ces gens, ils vont recommencer. Il faut qu'on les ait à l'œil, tout simplement. Eh ben, bonne chance, parce qu'on s'attaque pas au gouvernement. Entre nous, si je devais faire quelque chose de ce genre, je pense que je m'installerais quelque part au milieu du désert. Comme la Californie? Exactement. Moi, je choisirais le territoire du Nouveau-Mexique. Ah oui, William, remarquable choix. Ah, vous êtes tous des malades. Aucune personne saine d'esprit ne peut aller vivre là-bas. Non.